Eh bien, bonjour. Mesdames, Messieurs, c'est la revue des grandes unes avec la presse que vous aurez à lire, disponible en kiosque ce matin. La nouvelle expression parle des crises anglophones. Paul Tasson face donc à la réalité. C'est le titre proposé par le journal. Le journal explique simplement que le patron de la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest a été contraint d'inhumer sa belle-mère à Chang à raison de l'insécurité qui sévit donc dans son Libialem natal. C'est en page 3 du journal. Le journal parle également de la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel. La guerre est frontale désormais. La Ligue professionnelle de football du Cameroun a donc lancé la première journée du championnat de première division avec les arbitres de la Guinée équatoriale. On lit tout cela en page 11. On parle également du DA ou le père Lado qui dénonce. Alors le prêtre jésuite interpellé lors d'une marche sacrificielle a écrit pour dénoncer la confiscation de la moto du jeune homme qui le ravitaillait. C'est en page 5 du journal ce matin également. On s'intéresse à autre chose que je vous invite à découvrir dans le journal La Nouvelle Expression, tout comme le quotidien Le Messager de ce matin qui parle de l'affaire Edgar Alem et Bengor, le jeu trouble du ministère public. Le journal nous apprend ce matin que les incohérences qui ont d'ailleurs émaillé l'audience du 29 octobre dernier au tribunal criminel spécial cacheraient donc mal des manœuvres souterraines contre l'ex-ministre de la Défense. C'est ce qu'on lit en page 3 du journal qui parle également de l'expropriation foncière avec le Mbéré sur le pied de guerre en page 7. Le journal parle également de la Sanaga maritime Ngalé-Bibéel, le pari gagné du vivre ensemble. On le voit avec des meilleurs élèves primés donc indépendamment de toute considération familiale, tribale, clanique et même linguistique ou sociale. En page 5 du journal Le Messager, disponible en kiosque ce matin. Mutation ne parle pas de tout cela mais s'intéresse plutôt à l'économie camerounaise et parle donc de ces piliers, les piliers de la refondation. C'est le journal qui le décide, qui le propose également ce matin et aussi avec d'autres informations contenues dans Mutation. Et du quotidien Le Jour parle de Jean-Baptiste Omsi et qui donc le pape François parle donc au Cameroun. Tout cela dans le journal ce matin. Le journal s'intéresse également à l'élection du nouveau président des communes, de l'association des communes et villes unies du Cameroun. L'ultime combat, c'est aujourd'hui, donc le grand rendez-vous, c'est à lire également dans le quotidien Le Jour de ce matin. Émergence parle de Yaoundé, nouvelle explosion d'une bombe artisanale, de nombreux blessés sur le carreau, c'est ce que le journal propose. Le journal s'intéresse également à la criminalité phonique avec le Cameroun qui se dote donc d'un plan de lutte et à côté, état d'urgence dans le nord-ouest et sud-ouest à Tangandi, dit non justement. Il était donc au sud-ouest hier encore pour rencontrer les familles éprouvées et présenter les condoléances du couple présidentiel. C'est ce que le journal propose également ce matin. Le soir hebdomadaire parle du drame de Kumba avec la compassion du couple présidentiel et la présence du ministre de l'administration territoriale qui était donc sur les lieux déposer 7 bougies en guise de 7 jours de prière intense. Donc cette prière de 7 jours de jeûne également pour notamment permettre à tous ceux-là qui ont posé des actes ignobles de pouvoir être donc traqués. On le voit à travers notamment le journal Le Soir hebdomadaire de ce matin. Le même journal qui parle également de Ngali Bibéel, grand bâtisseur. Donc on parle notamment de cette cérémonie d'excellence scolaire dans la Sanaga maritime. C'est dans le journal. Mais Cameroun Tribune évoque plutôt autre chose, parlant de relâchement des mesures contre le Covid-19. Ce n'est pas le moment, c'est ce que dit le journal. Après notamment ce qu'on observe en Europe et aux États-Unis, avec ces nouvelles, la maladie qui revient en force au Cameroun, le gouvernement essaie donc de rappeler les mesures barrières et insiste sur le respect strict donc de ces mesures. C'est dans le dossier proposé par le journal Cameroun Tribune de ce matin, qui parle également de la visite de Paul Atangandi dans la région du sud-ouest, donc dans le journal Cameroun Tribune de ce matin. Et puis le journal L'Essentiel s'intéresse à autre chose, parlant de l'avantage du concours administratif avec notamment l'équilibre perpétuel selon le journal, avec des régions qui sont représentées également et le quota par région carrément. C'est une démonstration que je vous invite à lire dans le journal. Le journal parle également de la diplomatie avec Ndoki Victor, ambassadeur du Cameroun en Allemagne. Désormais, c'est un commissaire de police. C'est le journal qui le précise également ce matin. Le journal est donc disponible en kiosque, tout comme le Popoli aussi qui parle de l'armée et qui lance donc l'assaut sur Bali, avec également à la suite notamment de cet assassinat d'un conseiller municipal dans cette partie du pays. C'est à découvrir dans la presse, disponible en kiosque ce mardi. Voilà ce que les journaux nous proposent et je vous invite donc à suivre les commentaires, analyses et même le décryptage de l'actualité avec notamment nos invités qui sont déjà là. Donald Bliskanga, bonjour et bienvenue. Flavien, bonjour. Bonjour à nos téléspectateurs ce matin. Bonjour à Camille Nilé qui est avec nous ce mardi. Bonjour Camille Nélé et bienvenue. Bonjour Flavien Valonongo.
Bonjour, mon très très cher Donald Brice, que je suis toujours très heureux de rencontrer le mardi. Voilà. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Mais je voudrais dire quelque chose. Je suis parfois surpris par les raccourcis que prennent parfois les journalistes quand ils veulent traiter de certains événements. Voilà le président de la République qui vient de nommer hier le commissaire divisionnaire Ndoki Victor comme ambassadeur du Cameroun à Paris. Ben, immédiatement, j'ai vu des confrères dire que bien militarise les ambassades, bien envoie un commissaire à l'ambassade d'Allemagne, mais les gens ne savent pas qu'avant Ndoki Victor, qui a quand même connu non seulement une carrière policière assez élaborée, puisqu'il a franchi tous les échelons de la DGSN, jusqu'à finir comme secrétaire général de la Délégation Générale Sûreté Nationale, mais surtout qui a eu l'occasion de passer 2 années à l'ENA, d'École nationale d'administration. Donc c'est tout à fait dans ses cordes. Mais les gens oublient que le Cameroun a souvent eu des commissaires de police ambassadeurs. On avait avant lui monsieur, comment il s'appelle, monsieur Pandi, qui a été le premier grand policier, ambassadeur du Cameroun. Ensuite, on a vu l'actuel des GSN, M. Mbangangele, qui sont les commissaires. Donc, il n'y a rien de surprenant qu'après une carrière, c'est-à-dire, il est vrai que la nomination, c'est sous le sceau discrétionnaire du chef de l'État, mais il ne faut pas lire derrière chaque chose forcément un dessin caché. Vous savez bien que chaque journal va de sa sensibilité pour traiter une actualité, comme vous le savez. Non, mais moi, je dis que les journalistes devraient être un peu plus au fait de certaines choses et surtout de la carrière et du profil de certaines grandes personnalités. Très bien. Donald Brice Kamga, on le constate également dans la presse ce matin. Il y a la nouvelle expression qui s'intéresse à la crise anglophone avec Paul Tasson. Face à la réalité, il a été obligé d'enterrer sa belle-mère à Tchang, alors qu'il est du Lébialem natal, où il avait cette possibilité, mais il n'a pas eu cette possibilité justement, ou malheureusement, à cause de l'insécurité qui règne dans cette partie du pays. Oui, c'est un constat assez pointu de Vivien Tonfa, qui est le correspondant régional à l'ouest de la nouvelle expression, qui a relayé cette actualité qui est passée inaperçue par un certain nombre de confrères. Il indique que le ministre délégué auprès du MINEPAD aurait souhaité enterrer sa belle-mère dans la localité de Mokbi. C'est une localité située dans le département du Lébialem, dans le sud-ouest, et qu'il a été contraint d'inhumer sa belle-mère dans le groupement Photo, qui est dans le département de la Ménois, dans la région de l'Ouest. Le ministre Paul Tasson est, comme vous le savez, le coordonnateur du plan de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest après une nomination par le chef de l'État. Le journal constate que, d'après ses sources, le ministre aurait bien souhaité inhumer sa belle-mère dans sa région natale, le Lébialem. Le Lébialem, qui, rappelle le journal, est un département qui est fortement insécurisé, notamment en raison d'un certain nombre de groupes armés qui y opèrent, et notamment le plus en vue étant les Red Dragons de l'ancien membre du BIR, Fied Macha, qui se fait appeler général et qui est fortement recherché par les forces de défense et de sécurité camerounaises. Voilà, donc c'est ce que le journal propose ce matin. Camille Nelly, vous dites un mot sur ce titre de la nouvelle expression? Oui, moi je dis que en fait, ce titre de la nouvelle expression, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que M. Paul Tasson, qui connaît la réalité, a été lui-même confronté à cette réalité dont j'ai souvent parlé ici, où on voit des familles qui, pour avoir le privilège d'enterrer les leurs dans le sud, dans le nord-ouest, payent de l'argent à des groupes armés qui sont là et qui vous menacent qu'en cas de non-paiement, le corps reste là, hors du tombeau, et vous repartez, vous le laissez aller immédiatement. Soit les gens se préparent depuis voilà, soit c'est tout le monde qui commence à fouiller sa poche. Alors voilà la réalité du terrain, voilà la réalité qui fait que certains individus, des groupes armés, ont mis une partie du territoire camerounais sous coupe réglée et imposent leur loi, la loi de la force, la loi des armes et la loi des conditions. Et je l'ai souvent dénoncé ici. J'ai l'impression que beaucoup de gens ne comprenaient pas. Mais M. Paul Tasson, qui le sait, qui connaît cette réalité, a été obligé de se plier à cette réalité. Et encore, lui, il était même doublement menacé parce que du fait de sa position de membre du gouvernement, il courait même le risque soit de se faire assassiner, soit de se faire kidnapper. Voilà, donc le journal le dit en page 3 ce matin. Le même journal parle également des DA. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, le journal indique surtout que le ministre Paul Tasson, qui coordonne ce plan de reconstruction, a souvent dit que les conditions d'une reprise des activités, de la mise en œuvre de ce plan-là étaient réunies
dans le nord-ouest et le sud-ouest, et que le fait qu'il inhume sa belle-mère à l'ouest et non pas au sud-ouest montre très bien que le discours officiel est très loin, est très en décalage avec la réalité sur le terrain. Et voilà, donc on peut le lire aussi dans le journal. Alors, on parle du père Lado qui dénonce clairement. Le père Lado, le prêtre jésuite, interpellé lors d'une marche, souvenez-vous, du côté des DA, a écrit pour dénoncer la confiscation de la moto de ce jeune homme qui était là pour lui apporter de l'eau pendant la marche, à manger également. Il se demande pourquoi lui, il a été interpellé. J'ai lu cette abondante lettre ouverte du père Ludovic Lado qui a été adressée au préfet du département de la Sanaga-Maritime et au commissaire de sécurité publique des DA. Dans cette lettre, il dit que lors de son interpellation à EDA le 13 octobre dernier, il y a une moto qui transportait la logistique qui l'accompagnait dans son pèlerinage, qui devait le conduire à Yaoundé, et que cette moto-là est depuis lors confisquée par les autorités de la ville d'Edea, et que c'est une moto qui sert de gagne-pain pour ce jeune qui l'accompagnait dans ce pèlerinage qui a été interrompu par les autorités. Depuis ce temps-là, l'engin à 2 roues n'a pas été restitué à son propriétaire. Il rappelle également qu'on a demandé un permis A, comme l'exige la loi. Ce jeune-là, il disposait d'un permis B, et que de toutes les façons, même s'il s'agissait d'une contravention, la loi indique que dans ce cas-là, on applique une amende de 25 000 francs CFA, ce qui n'a pas été fait, et que la moto est retenue. Le prêtre jésuite est retourné voir le commissaire. On lui a dit, on a votre contact, repassez, on va vous rappeler. Alors, il chute en disant que si jamais les autorités de DEA veulent rester avec cette moto, qu'il reste avec ça, mais si un jour il vient à l'esprit de vouloir offrir cette moto, qu'il l'offre à un pauvre, et que peut-être un jour Dieu pardonnera aux autorités d'avoir confisqué illégalement cette moto. Kaminele. Vous savez Flavion Valonongo, je n'aime pas beaucoup porter un jugement sur l'activisme du père Lado. On sait très bien que sa marche vers Yaoundé était beaucoup plus politique que sacrificiel. Bon, c'est quelqu'un connu pour ses postures politiques, c'est quelqu'un connu pour sa démarche politicienne. Donc, non, mais ici, il est question de savoir pourquoi retenir une moto alors que c'est pas... Cette moto est retenue de manière administrative. Vous savez, quand l'autorité administrative retient votre moto parce qu'elle estime que l'action que vous êtes en train de poser peut porter, n'est pas conforme peut-être à ses attentes ou aux ultimata. Moi, je ne veux pas entrer dans ce dossier, dans cette considération. Ce jeune homme, il devait marcher devait accompagner le père Lado jusqu'à Yaoundé pour lui le ravitailler en cours de route. Si le père Lado a été stoppé, bon, il était prévisible qu'il soit aussi stoppé. Bon, maintenant, retirer sa moto, ça va dépendre et du préfet et du commissaire de police. Moi, je dis tout simplement que nous sommes là maintenant en plein débat juridique, en plein débat même à la limite de juridisme. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je ne veux pas beaucoup commenter sur ça. Je n'ai pas envie de commenter. Oui, de là, nous sortons du sujet pour autre chose. Moi, j'aime quand Camille dit qu'il ne veut pas commenter. Nous sommes en pleine violation de la loi. Et ce discours, justement, n'est pas de nature à servir les autorités. Le préfet de la Sanaga-Maritime que je connais, M. Abondo, qui a servi ici dans le Mungo, je crois, je ne suis pas sûr qu'il peut prendre sur lui de garder cette moto-là. Je ne vois pas quel intérêt est-ce qu'il a gardé une moto, en tout cas avec le commissaire. Je ne suis pas sûr que les autorités ont pris sur lui de garder ça. En tout cas, ce serait assez Alors, vous estimez que ça viendrait d'ailleurs? Certainement, les ordres viennent d'ailleurs du haut. L'interpellation du père Lado. Pour une moto? Les autorités d'EDEA n'ont pas forcément pris sur eux d'interpeller le père Lado à EDEA. On a certainement demandé, il faut l'intercepter une fois qu'il arrive à EDEA. Non, nous sommes là dans la violation de la loi. Et si on banalise la violation de la loi, il est souvent inconfortable d'entendre les communicants du pouvoir dire respecter la loi. La loi reste la loi. La loi est dure même si la loi est la loi même si elle est dure. Non, il faut respecter la loi et en toutes circonstances. Et quelle que soit la couleur politique, il faut respecter. Et surtout pour ce qui est des autorités administratives qui sont justement garants de l'application de la loi. Alors, donc, on va lire le sujet en page 5 du journal La Nouvelle Expression ce matin. Le journal qui parle également d'autres choses aussi. Vous aurez l'occasion de lire. Alors, il y a le journal Le Messager qui parle de l'affaire Edgar Alem Bengo avec le jeu trouble du ministère public.
On constate que depuis le début depuis que le parquet, le TC, disons le corps judiciaire du tribunal criminel spécial a bouclé le dossier Mebengo, le messager suit avec beaucoup d'attention ce dossier, il le suit pratiquement à chaque audience. Et là aujourd'hui, l'excellent article écrit par Jean-François Chanon parle d'un certain nombre de choses qui tendraient à jeter la suspicion sur la suite de ce procès. Bon, Jean-François Chanon estime que le ministère public, qui est l'accusateur, a préféré renvoyer l'audience au 11 novembre pour des raisons qui paraissent assez volatiles, et que à la lecture du dossier d'accusation, il semble que les chefs d'accusation eux-mêmes sont assez légers, et que le parquet lui-même, l'accusation ne présente ni témoin ni accusateur. Donc, le messager est en train de suivre ce dossier. Moi, je pense que c'est comme ça que des journalistes, surtout spécialisés dans la chronique judiciaire, devraient suivre un dossier et non plus pas seulement attendre le verdict. Il faut que, pas à pas, jour après jour, ils puissent relater, rendre compte des audiences et dire ce qui a été dit, et peut-être même parfois commenter sur un certain nombre de manquements. On l'a vu dans certains dossiers à retentissement, on l'a vu dans le dossier de Marafami Duaya, on l'a vu dans le dossier de Jean-Marie Tangana Mebara, on le voit avec le dossier Amadou Vamouké, et on réalise que, bon, vous savez, le parquet n'est pas toujours, l'accusation n'est pas toujours très sûre de son fait, et c'est ça qui fait que au moment de rendre le verdict, il y a toujours la possibilité de faire comprendre, parce qu'il est question surtout de faire comprendre au grand public que voici l'accusation, voici comment s'est déroulé le procès, voici comment ces accusations se sont retrouvées sans fondement, mais voici pourquoi comment il a été condamné. On a vu par exemple, je sors un peu du dossier, comment par exemple dans l'affaire Marafami Duaya, comment Marafami Duaya avait dit qu'on ne peut pas parler de détournement dans la mesure où il y a eu un arrangement entre l'État du Cameroun, représenté par Maître Akerimona, qui est allé signer un settlement agreement, donc une sorte d'arrangement définitif, mais que, à cause de cela, on ne peut pas parler de détournement. On a appelé Maître Akerimona, il ne s'est jamais présenté devant le tribunal. Donc, c'est ce genre de choses que Jean-François Chanon est déjà en train de commencer à dénoncer dans le procès. Alors, le journal parle donc d'un procès en sorcellerie, Donald Brice Kamga. Alors, le journal indique qu'il y avait une audience vendredi dernier et que l'ancien ministre de la Défense était au tribunal, et que l'audience a été renvoyée au 16 novembre prochain pour la présentation des témoins de Edgar Lembengo et de son épouse. Le journal, reprenant les avocats de Edgar Lembengo, parle d'un renvoi dilatoire. C'est une citation. Alors, l'ancien ministre est gardé depuis près d'un an aujourd'hui. Un peu plus d'un an. Dans le cadre d'une garde à vue administrative qui peut se prolonger. Il est accusé, comme on le sait, de surfacturation dans l'achat des armements à l'époque où il était ministre de la Défense à hauteur de 236 milliards de francs CFA. On a souvent soupçonné l'opération EPV d'être une opération purement politique. Le cas de Edgar Lembengo n'est pas un cas isolé. On a tout à côté le cas de l'ancien directeur général de la Certifie, dont le procès a été renvoyé N fois, un véritable scandale sous les tropiques. Il faut bien attendre de voir. Ceux qui ont souvent accusé les médias de faire un procès en sorcellerie à nos instances judiciaires sont servis au quotidien, et peut-être dans l'affaire Lembengo. En tout cas, tout compatriote qui est accusé dans le cadre d'une procédure devrait pouvoir bénéficier de l'indépendance de la justice qui est nécessaire pour que la justice, le verdict, soit un verdict crédible et impartial. Ok, mais donc on va évoluer. Oui, Flavien Malou, je voulais juste ajouter un dernier mot. Ce qui retient l'avantage du reporter du Messager ce matin, c'est le fait que justement, c'est seulement un an après avoir arrêté, après avoir inculpé quelqu'un, après l'avoir mis en prison, qu'on donne l'impression de commencer à chercher les preuves. Et ça, c'est assez courant dans certains des grands procès qui ont émaillé la grande chronique judiciaire de l'opération Hyper-Vie. Donc, il est tout de même curieux, et beaucoup de gens l'ont souvent relevé, les journalistes l'ont souvent relevé, les spécialistes des chroniques judiciaires l'ont souvent relevé. C'est au moment où l'affaire passe au tribunal qu'on réalise qu'en fait, on a d'abord arrêté le prévenu, et ensuite on s'est mis à chercher les preuves après. D'accord. Alors, donc, émergence pour émergence, ce matin, on parle plutôt d'une nouvelle explosion, d'une bombe artisanale, de nombreux blessés sur le carreau, c'est ce que le journal propose.
Ben oui, on parle d'un engin explosif improvisé qui aurait éclaté du côté de Sam, oui. Sam, un site tristement célèbre. Bon, les enquêtes étant encore en cours, il est difficile de pouvoir spéculer. On parle d'une casserole qui contenait ceci ou cela. Mais il faudrait savoir. Moi, je pense que ce serait peut-être aller trop vite en besogne que d'affirmer ou même de pouvoir, même seulement s'assurer que ce pourrait être une opération d'empoisonner. Donc, on parle aujourd'hui d'un engin explosif. C'est quand même récurrent déjà depuis quelques temps. C'est le troisième. C'est le troisième. Récurrent la récurrence, c'est le troisième engin explosif. 2 fois, 3 fois, c'est quand même déjà beaucoup. C'est inquiétant, non? C'est inquiétant, mais vous savez, mais est-ce que c'est une raison pour indexer tout de go certaines personnes ou certains groupes? C'est la question que je me pose. Parce qu'il ne faudrait pas installer une sorte de catastrophisme, une sorte de peur panique qui peut entrer dans la tête des populations. Il faut regarder, il faut attendre des conclusions d'enquête et maintenant essayer de comprendre ce qui s'est passé. Moi, je pense que c'est le mieux. Constater, le dire, bon, maintenant attendre plutôt que de verser dans les supputations et les spéculations. Devrait-on rester sobre, ne pas être inquiété face à ce cas qui est pratiquement à son 3e aujourd'hui? On parle du 3e cas d'explosion encore à Yaoundé. Je crois que c'est le 4e. Je crois que c'est le 4e. Il y a eu Emana, il y a eu Mélène, il y a eu Damas, et maintenant c'est Sam. Voilà, 4e. Le 4e cas. Devrait-on être inquiet? Oui, les concitoyens de Yaoundé sont certainement inquiets. Il faut rester vigilant. Alors, qui est derrière ces attaques? Le ministère de la Communication a indiqué hier soir, a décrié ce qui s'est passé, a indiqué qu'il y a eu 9 blessés dans cette attaque et qu'une enquête est ouverte. Depuis que ces attaques, ces explosions aux engins explosifs ont commencé dans la capitale, je ne vois pas de mobilisation particulière, en tout cas d'action, d'éclat qu'appelle ce type de situation de la part des pouvoirs publics. Certains experts en sécurité que nous avons écoutés ça et là pointent des actes posés par des séparatistes qui seraient entrés dans la capitale. Ça encore serait fortement inquiétant pour les citoyens qui évoluent dans la capitale. Pour l'instant, il n'y a pas de mort, fort heureusement, il n'y a que des blessés. Évidemment que ça crée une psychose dans la tête des populations de la capitale. Et ça ne fait pas une bonne affaire pour nous, pour le Cameroun. On l'oublie, qui attend l'organisation deux compétitions majeures. D'abord le CHAN en janvier prochain, mais également la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2022, même si les dates ne sont pas encore arrêtées. Donc tout cela est observé par les analystes du football, par la Confédération africaine de football qui organise cette compétition. Et s'il y a une telle insécurité, évidemment que c'est une mauvaise publicité pour le Cameroun. D'accord. Alors, Émergence le dit ce matin, c'est la grande une d'ailleurs du journal, parlant d'une nouvelle explosion d'une bombe artisanale en Sam à Yaoundé avec des blessés. Oui. Vous voulez ajouter? Oui, je voulais ajouter que Donald Rescanga a dit qu'on ne voit pas un grand mouvement. En fait, vous savez, les enquêtes sont ouvertes, on cherche à comprendre. Et on ne mène pas des enquêtes en tenant une clochette et en sonnant le tocsin. On la mène en silence pour essayer de comprendre effectivement si ce n'est pas dirigé aussi contre l'imminence du CHAN. Si on annonce l'ouverture d'une enquête, on devrait également annoncer la fermeture. On a annoncé l'ouverture de l'enquête, mais l'enquête se poursuit. L'enquête ne s'arrête pas. L'enquête se poursuit, va même le plus loin possible. Vous vous souvenez très bien que l'un des individus qui avait placé cette bombe avait été suivi par les caméras de surveillance. On est sur cette piste et sur d'autres. Donc, ce n'est pas... Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, la voix que vient d'évoquer Donald Rescanga sur l'imminence du Tchèque, mais rien n'indique qu'il n'y a pas des esprits là-dedans qui veulent absolument, qui ne veulent pas qui veulent installer une sorte de psychose permanente à l'approche du CHAN. Parce que moi, je ne veux pas donner de mauvaises idées, mais moi, je vous assure que si c'était vraiment des terroristes qui voulaient faire exploser une bombe à Yaoundé, il n'y aurait pas que des blessés, il y aurait beaucoup plus que... Il y aurait plusieurs morts. Donc moi, je vois beaucoup d'amateurisme dans ces engins explosifs que l'on commence à compter tranquillement comme un petit chapelet. Mais moi, je pense par contre qu'il est possible que ce soit
plutôt une méthode, une sorte de stratégie pour effectivement inquiéter les gens à l'approche de la du Tchad. D'accord, alors on va parler de toute autre chose, notamment du journal Le Soir hebdomadaire. Combien d'autres tabloïds s'intéressent à la visite du ministre à Tangandi dans le sud-ouest. Il allait présenter les condoléances du couple présidentiel et placer 7 bougies en guise d'une période de prière importante, c'est-à-dire 7 jours de prière pour invoquer le bon Dieu à frapper ceux qui ont posé cet acte dans le sud, dans cette région, c'est-à-dire dans cette localité de Koumba. Vous savez que le ministre Tangandi dans son rôle, c'est le ministre de l'Intérieur, et depuis c'est l'explosion de cette violence samedi dernier, il a déjà fait un premier tour du côté du sud-ouest, et avec la mission ministérielle. Là maintenant, il est maintenant pour le compte du chef de l'État et de son épouse qui ont envoyé la compassion et surtout le soutien moral et financier du couple présidentiel. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais le ministre Tangandi, c'est quelqu'un de très pieux. Il est à l'église tous les dimanches. Il y a quelqu'un qui me dit que quand il veut l'attraper, peut-être pour attraper un rendez-vous, il va l'attendre à l'église. Donc le ministre Tangandi, en suscitant cette messe et en priant, en posant un acte aussi compatissant, il est dans la mission, il est totalement dans le cadre de la mission que lui ont confié le chef de l'État et son épouse, et rassurer les familles, surtout leur faire comprendre que le gouvernement, ni le chef de l'État, ni son épouse ne sont insensibles à ce qui s'est passé. Et moi je pense que ce qu'il a fait du côté de Koumba hier était très très fort et très symbolique. D'ailleurs, à son retour la nuit, on a vu comment la circulation était bloquée du côté d'Aïdo parce que c'était une longue procession de gens qui l'accompagnaient dans cette mission. Ok, donc le soir, tu demandais, Cameroun Tribune sont revenus sur le fait ce matin, Donald Brice, pour dire que c'est un autre hommage rendu à ses enfants et ses parents qui sont endeuillés aujourd'hui. Ces enfants méritent tous les hommages, mon cher Flavien, quels que soient les acteurs qui rendent hommage, ces enfants les méritent. Mais ce qui est important dans le fond, c'est mettre fin à cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. D'abord au plan managérial. Le ministre Paul Tangandi a conduit il y a moins d'une semaine une délégation interministérielle à Koumba. Il était accompagné de ses homologues de l'éducation de base et des enseignements secondaires. Personnellement, et cette interrogation a également habité un certain nombre d'observateurs. J'attends de voir comment moins d'une semaine après, le ministre repart. Et s'il y a des choses qui n'ont pas été faites ainsi de suite. En tout cas, préparer les obsèques, c'est bien, mais il faut également agir de telle sorte que ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, il faut agir de telle sorte que les racines de la crise anglophone puissent être adressées avec sincérité, avec sérieux. C'est ce qui est attendu. Ok, alors on va sortir de cette émission avec également un autre sujet qui fait le tour de la presse. On parle de la Sanaga maritime avec le pari gagné du vivre ensemble de Ngali BBS, c'est le messager qui le dit, et également le soir Triabmadé qui le présente comme étant le grand bâtisseur. Le grand bâtisseur, c'est chacun qui peut attribuer les qualificatifs au ministre Ngali Bibeye qui, on le sait très bien, au-delà de sa prouesse ministérielle, parce que vous savez qu'il a été ministre des enseignements secondaires, il a eu un passage remarqué à la tête de ce département, et depuis qu'il est à la tête du ministère des Transports, il marque des points tous les jours. Mais là, il y a beaucoup de gens qui réalisent que, au-delà de ses missions ministérielles, il met aussi un point d'honneur à aller au secours des populations, notamment celle de la Sanaga maritime. Il a créé une fondation qu'on appelle Main Tendue, dont son épouse est la présidente exécutive, qui, dimanche 1er novembre dernier, a procédé à... Ce qui est tout à fait logique, Kamine, c'est une élite de toute façon. C'est une élite, mais ce qui est de particulier, c'est que là, cette année, un peu plus que les autres années, il a offert des bourses aux meilleurs élèves des 11 arrondissements de la Sanaga maritime. Je dis les 11, toutes machin. Donald Brice Kamga, c'est une action quand même. On sait bien que chaque élite devrait aller dans ce sens, puisque ces ministres et autres directeurs, et autres, en tout cas personnalités, ont été secourus par les membres de la famille ou alors des amis et proches.
Dans tous les pays, geste tout à fait louable. Oui, dans tous les pays du monde, les élites jouent un rôle important dans le développement, l'essor de leur communauté, quel que soit le secteur dans lequel ils évoluent. Ils apportent des soutiens qui peuvent être des soutiens financiers ou matériels, des soutiens au plan scolaire, dans les secteurs qui peuvent être les secteurs porteurs, l'agriculture, l'élevage, ainsi de suite. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette édition, la revue des grandes unes. En tout cas, vous aurez l'occasion de lire ce que la presse propose ce matin. Merci, bonne journée à vous. À demain, 9h20 sur Equinox.